Welcome, bienvenue, dobre dzień, at the webinar New Ideas for Final Exams. We will be live on two platforms today. We have the multilingual webinar on VoiceBoxer and YouTube streaming in English on ETF OpenSpace. Before we start, I would like to share some instructions for the participants in VoiceBoxer. I would like to remind you that you have an option to choose a language. You will find it in the bottom line of your screen. Vous allez voir cela en bas de votre écran. Nous diffusons aujourd'hui en anglais et en français et en russe. Donc, je pense que suite à ces instructions, nous sommes prêts à commencer. Que le Covid-19 a fait en sorte que la formation se passe en ligne, mais aussi beaucoup de webinaires. Donc, nous sommes ravis de nous rejoindre aujourd'hui sur notre webinaire sur les nouvelles idées pour les examens finaux. Je vais commencer par me présenter. Je suis Jolifan Uden, je suis spécialiste en politique et système à l'European Training Foundation. Je vais diriger ce webinaire aujourd'hui. On aura des présentations de différents pays. Et je voudrais vous inviter tous qui participent à ce webinaire à partager vos questions, vos idées, vos suggestions avec nous. Vous pouvez faire cela dans le chat sur VoiceBoxer ou dans les commentaires dans ETF OpenSpace. Je vous invite à essayer cela pour nous dire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Tous les pays ont été pris à surprise par la crise de Covid-19. Et en tant que ETF, une agence qui travaille dans l'éducation et la formation avec les pays de l'Asie centrale et l'Union européenne, on a suivi des développements dans nos pays partenaires. Basé sur le suivi de ces développements, on a aussi défini notre réponse afin de continuer notre soutien vers les pays partenaires pendant cette crise. Parmi les actions visibles qu'on avait fait, c'était nos événements Facebook Live sous Learning Connect, où on a partagé des solutions de différents pays, différentes institutions face aux défis auxquels on doit faire face actuellement. Nous allons maintenant poursuivre avec des webinaires sur des sujets spécifiques, dont ceux-ci sur l'évaluation. Ensuite, on va parler de bonnes pratiques dans la formation, le soutien pour les professeurs, dans l'apprentissage à distance. Ce webinaire aura lieu le 26 mai. Avec ce webinaire sur les évaluations, nous allons aussi commencer une série de webinaires où nous allons se focaliser sur une évaluation formative et summative qu'on va faire plus tard cette année. On va utiliser les expériences actuelles pour poursuivre nos discussions sur ces évaluations formatives et summatives, non seulement en termes de l'apprentissage, mais pour l'apprentissage aussi. En tant que Covid-19, l'arrêt a été soudain au niveau de nos formations et c'était intéressant de voir la vitesse à laquelle les écoles, les professeurs, les élèves ont pu se basculer sur une formation en ligne. Et suite à l'organisation pour cela, un autre défi est survenu. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'évaluation de fin d'année? Cela est généralement une chose très importante pour les étudiants afin de montrer ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce qu'ils ont appris suffisamment d'être promus à l'année suivante ou est-ce qu'ils ont réussi à atteindre les objectifs d'une qualification? Ces évaluations, on va peut-être pas pouvoir les organiser comme prévu cette année. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va partager différentes approches vers la fin de l'année et les examens finaux et les différentes raisons. Et on espère, en partageant ces approches, que cela va vous aider à prendre les décisions ou à plus préparer l'évaluation de fin d'année dans vos différents pays. On va utiliser cette première partie de ce webinaire pour définir le contexte que je vais faire avec le collègue Floriana Felici, qui va nous donner d'autres informations sur les approches
de différents pays basés sur la cartographie qu'on a fait au niveau de ETF. Suite à cela, on aura des exemples de 5 différents pays qui vont parler d'approches différentes avec des différents exemples de Moldova, la France, le Kazakhstan, la Finlande et l'Égypte. Suite à ces exemples, on aura le temps d'avoir des questions, donc je vous invite à partager vos questions dans le chat. Suite à cela, on va terminer le webinaire avec une réflexion sur les développements, mais aussi à considérer ce que cela veut dire pour l'évaluation en général qui sera faite par Jopie de Boski, qui est basé en Pologne. Je vais maintenant passer la parole à Floriana qui va nous expliquer un peu plus sur les différentes approches des différents pays. Donc, Julie, voilà, c'est à Florian maintenant. Floriana, merci. Bonjour tout le monde. Bien, donc pendant cette période difficile, parmi les actions rapides de l'ETF a été une cartographie des réponses à la formation suite à cette crise dans différents pays partenaires. Vous pouvez voir les dernières mises à jour sur notre site web et à travers nos réseaux sociaux. Je parle de notre dernière mise à jour parce que, comme vous pouvez imaginer, c'est un document actif. Cela veut dire que c'est un document où les réponses sont en train de changer de manière continuelle et le document change en même temps. Suite au développement au niveau de cette situation, il y aura besoin d'une réponse rapide au niveau central et au niveau local. C'est pour cette raison qu'il est important de partager ces informations avec vous. Et comme nous avons déjà entendu, je vous invite à participer dans cette discussion sur notre plateforme sur Open Space, non seulement aujourd'hui, mais aussi plus tard, parce que cela va vous donner l'opportunité de partager différentes pratiques, discuter de différentes méthodologies de mise en œuvre, voir ce qui a marché, ce qui aurait pu mieux marcher, et cela fait partie de notre vision d'un outil d'apprentissage et en ligne qui sera mis en œuvre dans l'avenir. Cette cartographie ETF a été menée dans nos pays partenaires et a été menée donc dans les voisins de l'Union européenne et l'Asie centrale. La plupart de ces pays sont toujours en confinement. Mis à part ou après une longue pause pendant le printemps, ils ont ouvert les écoles. Mais l'approche de différents pays, ils commencent à rentrer dans la deuxième phase. L'éducation a été une priorité pour les gouvernements dès le début de cette pandémie. Mais la formation, l'éducation a reçu un soutien pour la disponibilité de ressources au niveau central, y compris des outils numériques et un accès aux plateformes d'apprentissage. La plupart des pays ont confirmé qu'ils ne vont pas rentrer à l'école cette année. Ils ont mis en place des mesures pour les évaluations des examens finaux. D'autres pays sont toujours en train de décider quoi faire et ce qui va se passer. C'est pour cette raison que dans cette diapo que vous voyez à l'écran, on essaie de définir les réponses qu'on a reçues sous 4 différentes catégories. Maintenir les examens, reporter les examens, annuler les examens et trouver d'autres solutions. Bien sûr, cette division n'est pas aussi simple que vous le voyez à l'écran. Parfois, souvent, les pays ont adopté des solutions en parallèle en même temps. Par exemple, ils ont peut-être organisé des évaluations en ligne pour certains sujets et ils ont décidé d'annuler ou reporter pour d'autres sujets. Il y aurait peut-être de différentes approches selon l'occupation ou le secteur. Bien, c'est cette cartographie qu'on voit début mai et comme vous voyez, ces cercles sont de différentes tailles parce que cela reflète la proportion de pays qui ont mis en œuvre cette approche. La plupart des pays partenaires ont décidé de reporter ou de maintenir les examens. Lorsqu'on considère maintenir cela, on considère des pays comme l'Israël où ils ont décidé pendant un moment de maintenir les examens, mais de limiter le nombre de sujets évalués. Et là, le défi, c'est de faire en sorte que vous fournissez un environnement sûr pour les étudiants qui participent aux examens.
Lorsqu'on considère l'annulation, par exemple en Macédonie, on parle d'un pays où ils ont décidé que les dernières évaluations de deuxième cycle n'auront pas lieu. Donc, les évaluations de fin d'année pour les étudiants vont être faites par les étudiants basées sur les résultats pendant leur premier semestre et les résultats pendant les évaluations en ligne. Reporter est parmi les solutions les plus choisies. Par exemple, en Algérie récemment, ils ont décidé de ne pas rouvrir les écoles. Donc, il n'y aura pas de la troisième partie de l'année scolaire. Ils ont déjà défini les dates le 2 septembre pour les dernières évaluations. La dernière option, c'est de trouver d'autres solutions. Et là, on inclut toute autre option qui n'est pas prise en compte parmi les autres options. En gros, c'est l'évaluation en ligne. Et ce matin, nous allons avoir l'opportunité d'entendre parler un tel exemple de notre présentateur de Kazakhstan. Avant de clôturer cet aperçu, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un point où tous les pays ont tous adopté cette même approche, c'est le fait qu'ils ont exprimé le besoin et la volonté de capitaliser sur cette nouvelle formation et apprentissage et les méthodes qu'ils ont identifiées. Donc, on va continuer par voir les pratiques mises en place dans les différents pays partenaires et les États membres de l'UE. Merci. Je passe la parole maintenant à Yuli. Merci Florian d'avoir partagé les résultats de notre cartographie avec les participants. Cela montre que ce n'est pas aussi simple, c'est plutôt complexe à prendre des décisions sur l'évaluation. Avant de poursuivre, je vois qu'il y a déjà des questions sur le son. Il y a un point d'interrogation en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez cliquer là pour avoir un soutien technique. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de participants ici sur VoiceBoxer. Il y a 197 actuellement connectés. Et sur OpenSpace, nous avons 93 autres personnes qui suivent ce webinaire. Donc, bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a aussi des participants de Palestine, de Kazakhstan, bonjour. Madeleine de Monténégro, Hans de Pays-Bas. Ce sont des personnes-là sur VoiceBoxer, sur OpenSpace. Je vois de Ferra de Moldova, Ekliama de Belgique, je vois Svetko de Bosnie-Herzégovine, Lénia de Moldova. Bien le bonjour à tout le monde. Je vous invite à continuer et on espère que ce webinaire va vous soutenir à prendre d'autres décisions sur l'évaluation. On va changer de diapo. Avant d'inviter les différents présentateurs à donner leurs exemples, je pense que c'est pour ça que vous êtes ici. Je voudrais parler des idées de base. Tout d'abord, l'évaluation, c'est une chose très importante au niveau de notre système d'éducation. Les examens sont un élément important pour définir la confiance dans le système d'éducation et pour les étudiants. Il n'est pas facile de changer de méthode d'un jour à l'autre, mais actuellement, il paraît qu'on est forcé à faire cela. Et cela est encore plus difficile qu'une éducation académique, puisqu'il était primordial de démontrer les compétences à travers une démonstration de ces compétences. Comment faire cela dans cette situation actuelle? Les pays ont défini, comme on a vu dans notre cartographie, de différentes approches afin de pouvoir avoir des résultats fiables pour les évaluations de fin d'année cette année. Pour définir les différentes alternatives n'est pas aussi facile. Il y a différents critères à prendre en compte pour définir les bonnes alternatives dans ce cas. Fiabilité et valabilité, ce sont des choses très importantes. On en parle souvent lorsqu'on parle de l'évaluation. Est-ce qu'on aura les mêmes résultats lorsqu'on va mener cet exercice pour une deuxième fois? Est-ce qu'on évalue ce qu'on cherche à évaluer? Cela dépend aussi d'autres critères. L'objectivité, l'authenticité et une praticabilité. Ces dernières deux choses sont plutôt
des sujets difficiles. Si on parle de l'authenticité, comment s'assurer que les évaluations seront valables pendant cette période? Par exemple, un étudiant coiffeur, comment démontrer actuellement que cette personne a toutes les capacités recherchées dans la situation actuelle où il faut rester distants les uns des autres? Et ensuite, si on trouve une solution, est-ce que cela est praticable? Est-ce qu'on peut mettre cela en œuvre à grande échelle? Préparer ce webinaire, j'ai aussi eu un coup de téléphone avec un collègue aux Pays-Bas où on a discuté de cette question aussi. Le Pays-Bas n'a jamais tout fermé, mais certaines écoles donc, sont ouvertes pour les examens. Donc, ils font des examens à l'école, souvent sur le lieu du travail, mais parfois en simulation à l'école. Mais pour ce collègue, c'était les esthéticiennes parce qu'il faut toucher ces personnes-là. Donc, ils ont fait venir quelqu'un de leur propre foyer parce qu'ils ont besoin de toucher cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe si l'étudiant ne peut pas faire venir quelqu'un de leur propre foyer? Ils ne peuvent pas passer l'examen cette année. Et qu'est-ce que cela veut dire pour les prochains pas? Donc c'est difficile. Cela montre que ce n'est pas une chose facile à prendre en compte sous tous ces différents critères. Donc on est ravis d'avoir 5 orateurs aujourd'hui qui vont parler de leur approche au niveau de l'évaluation cette année. Pendant cette présentation des différents pays, on voudrait vous inviter à participer dans le chat. Après les 5 présentations, je vais poser des différentes questions qu'on a vues dans le chat et je vais inviter les orateurs à parler et donner des réponses. Pour ceux qui utilisent VoiceBoxer, vous pouvez cliquer sur les messages pour les voir dans les autres langues. Je pense que c'est maintenant le temps d'avoir ce premier exemple des premiers pays. Moldova, on va parler de reporter les examens, mais avant, ils ont considéré d'autres alternatives. Et je voudrais inviter Monsieur Silvio Gancu, président du département de formation en continu au ministère de l'Éducation, Culture et la Recherche pour parler de leur approche et leurs idées. C'est à Moldova maintenant. Oui, je suis très heureux de vous présenter ma présentation aujourd'hui sur la situation des examens dans mon pays et dans le contexte actuel du Covid-19. Avant tout, j'aimerais vous présenter un petit peu la situation actuelle. Le ministère a donné donc le 9 mars, en conformité avec la décision du comité, l'accès à l'éducation a été restreint. Donc à la suite des restrictions, l'accès aux écoles, le 19 mars, a approuvé une réglementation sur la période de restriction. Ceci a été documenté dans un document qui a été amendé régulièrement pendant la pandémie. Pendant cette période, l'éducation a été organisée à distance pour la communication en ligne. Sur la base de ces faits, le système était censé. Donc on a travaillé en partenariat avec les sociétés pour travailler dans des heures, dans le cadre d'heures particulières. Et ceci a été organisé en conformité avec les institutions, en accord avec elles. Et tout a été transmis en ligne. Donc pendant cette période, le ministère a pris des décisions importantes qui s'appliquent aux évaluations et aux examens. Donc, les notes seront calculées sur la base des notes qui ont été réalisées par les élèves pendant l'année. Ceci, bien sûr, cause des difficultés aux étudiants dans le cadre du processus d'évaluation,
Et aussi pour pouvoir commencer des diplômes et d'autres qualifications, c'est plus difficile. D'habitude, les examens pour les qualifications ont lieu dans la deuxième moitié de l'année. L'objectif du ministère est que les examens soient effectués selon les directives des qualifications et des examens. Cette décision a été prise à la suite de la décision du ministère et est basée sur 5 principes. Donc l'évaluation doit être valide, crédible, transparente, accessible et facile à gérer. On espère que la situation sera acceptable et que les examens pourront avoir lieu pendant la deuxième moitié de juin. Après l'approbation de la période d'examen, les institutions autoriseront donc le temps nécessaire pour le soutien qui doit être effectué et le personnel de direction et les enseignants s'assureront que la distance sociale, un espace sûr soit assuré aux étudiants. Le processus d'examen sera effectué en conformité avec les réglementations d'examen et toutes les organisations qui traitent de ce sujet-là. Donc actuellement, les représentants de la commission ont développé certains sujets, certaines matières pour les examens qui auront lieu et l'évaluation des compétences doit être effectuée aussi dans le cadre des examens. Donc à la suite de la décision du ministère, donc pour conclure, les examens doivent être faits en conformité avec les règles actuelles d'examen et ceci doit être fait de façon sûre pour diminuer les risques. Les institutions qui ont assuré la consultation pour les étudiants doivent aussi travailler dans ce domaine-là. On va aussi organiser des examens blancs donc avant les examens. Donc merci pour votre attention. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue. Merci beaucoup Sylvie d'avoir partagé ces exemples avec nous. Ceci prouve qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, ce n'est pas facile d'avoir des alternatives. Il faut tenir compte de plusieurs critères. Je vous remercie d'avoir partagé et on vous donnera la parole tout à l'heure. On va maintenant passer à une autre approche. Le premier exemple va être celui de la France, de la part de Dominique Fèvre-Pierret, du service en France, qui va parler de l'approche qui a été prise pour garantir la continuité de l'éducation, de la pédagogie et des évaluations. Je vais donner la parole maintenant à la France. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce webinaire pour vous présenter les actions que nous avons mises en place pour les services automobiles. Donc notre secteur travaille à la fois pour l'automobile mais également pour les deux roues et le véhicule industriel. Donc dans un premier temps, nous nous sommes attachés à assurer en fait une continuité pédagogique pour les enseignants. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place une plateforme. Oui, ça y est. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver tous. Donc, je vais vous présenter les actions qui ont été mises en place dans notre secteur, le secteur des services de l'automobile. Alors, tout d'abord, nous nous sommes en fait attachés à assurer une continuité pédagogique pour les différents établissements de formation en mettant en place une plateforme. Et cette plateforme présentait les différents outils auxquels les centres de formation pouvaient avoir accès. Alors en France, pendant cette période, les accès étaient gratuits. Beaucoup de ces prestataires ont mis à disposition gratuitement leurs outils.
Donc, il y avait à la fois des outils généralistes pour tout type d'enseignement, mais également des outils spécifiques à notre secteur. Et je citerai la plateforme Electude, qui est présente dans le monde entier et qui est vraiment idéale pour tout ce qui est enseignement en maintenance et en technologie. Alors, cette plateforme, elle est également collaborative. L'objectif, c'est de pouvoir faire que les formateurs et les enseignants échangent entre eux sur leurs difficultés, mais également sur leurs bonnes pratiques. Et puis, nous avons pu également mettre à disposition des tutos, des guides pour s'approprier les outils. À côté de cette plateforme, nous avons également organisé des webinaires. L'objectif, c'était de faire en sorte que les établissements de formation puissent continuer à avoir des contacts avec les jeunes et au-delà d'avoir des contacts, essayer effectivement de maintenir leur motivation au travers de ces outils et également de construire des ressources pédagogiques, des classes virtuelles pour qu'elles soient suffisamment attractives pour que les jeunes effectivement aient envie de continuer à distance et seuls leur apprentissage. Nous avons également à disposition une offre de formation de formateurs distancielle qui a énormément fonctionné pendant les dernières semaines. Et là, les enseignants pouvaient retrouver toutes les ressources également techniques dont ils avaient besoin. Alors, une fois cette plateforme mise en place, s'est posée très rapidement la question de l'organisation des examens finaux. Alors, il faut savoir qu'au niveau du secteur des services de l'automobile, nous avons des certifications spécifiques professionnelles dédiées à nos domaines et qui sont structurés en blocs de compétences. En France, avec la dernière loi, tous les blocs de compétences ont une valeur certificative, ce qui veut dire que les établissements de formation doivent organiser des évaluations pour chacun des blocs et nous, en tant qu'organisme certificateur, nous assurons une homogénéité de la totalité de ces évaluations. D'habitude, avant le Covid-19, dès qu'une personne, un jeune, un salarié, un demandeur d'emploi avait 50% de ses blocs de compétences, il pouvait aller devant le jury pour son examen final. Alors le jury, il est composé d'un formateur externe au centre de formation, d'un représentant de la profession et d'un représentant des organisations syndicales de salariés. Avec le Covid-19, nous sommes trouvés confrontés à plusieurs problèmes. Alors d'une part, les calendriers de formation n'ont pas été respectés. Les établissements de formation ont la possibilité d'étendre les calendriers de formation bien au-delà du mois de juillet. Donc en fait, on se retrouve face à une multitude de situations. Ensuite, avec la crise du Covid-19, on doit respecter des critères sanitaires qui en fait rallongent les durées d'examen. Et puis, on doit également rassembler des personnes qui viennent de la France entière, alors même que les déplacements sont plutôt restreints en ce moment et qu'avec la reprise de l'activité dans les entreprises, elles n'ont pas forcément la capacité de mettre à disposition des professionnels pour être présents dans les jurys. Alors, compte tenu de la totalité de ces handicaps, il nous a fallu réfléchir à différentes solutions. Et donc, les partenaires sociaux du secteur se sont réunis et un accord de branche a été signé fin avril qui nous permet d'avoir des dispositions temporaires jusqu'à la mi-juillet. Donc, les décisions qui ont été prises sont les suivantes. La première, c'est que dès qu'un candidat a au moins 80% de ses blocs de compétences, on lui attribue le certificat sectoriel. Alors, pourquoi 80%? Eh bien parce qu'on a fait le constat sur les 3 dernières années qu'en fait, il y avait très peu de différence entre les personnes qui avaient obtenu leur certificat devant le jury et celles qui avaient en fait 80% de ces blocs de compétences. Donc ça se joue en fait à une dizaine de personnes près. Donc, on va dire que prendre 80% est quand même une donnée fiable.
Ensuite, pour les personnes qui ont entre 50% et 80% des blocs de compétences, les centres de formation ont la possibilité de poursuivre la formation sur les faiblesses, sur les manques de ces personnes. Et donc, elles peuvent organiser ensuite d'autres évaluations. Si d'ici mi-juillet, elles n'ont toujours pas obtenu 80% des blocs de compétences, eh bien, elles pourront s'inscrire en fait à des examens en présentiel lors du second semestre 2020. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déploiement de ces dispositions temporaires. Les centres de formation sont très contents que notre secteur ait pu mettre en place ces dispositions parce que ce sont des dispositions qui permettent aux jeunes quand même d'avoir des examens d'ici à la mi-juillet, d'une part, et que d'autre part, cette solution n'est pas complexe à mettre en œuvre. Voilà pour ce qui concerne ce qui se passe au niveau de notre secteur en France. Et je passe la parole à l'Italie. Voilà, je suis de retour. Merci Dominique d'avoir partagé les exemples de la France. Donc on a vu que les approches dépendent du niveau des apprentissaires dans le cadre de ce processus et pour assurer la continuité de l'éducation. Donc je suis heureuse d'avoir plus de 200 participants aujourd'hui et aussi d'avoir l'espace ouvert de VoiceBoxer. J'espère que vous serez suffisamment patient pour rester avec nous et donc on va continuer. On aura du temps pour les questions tout à l'heure. On va continuer un petit peu plus longtemps que prévu et j'espère que vous pourrez rester avec nous pour ce webinaire. Je vais maintenant donner la parole à l'orateur suivant. Donc je vais donner la parole à Rauza Chergatova, qui est le chef du service du contenu et méthodologie au Kazakhstan, au ministère de l'Éducation. Voilà. J'attends l'interprétation de mon collègue anglais. On a eu plus de 64 000 étudiants. Maintenant, on a passé à l'éducation, l'enseignement en ligne sur des plateformes et on utilise diverses plateformes, Platon, Unsova, etc. Et le ministère de l'Éducation a préparé diverses ressources simultanées pour pouvoir entreprendre la formation et l'enseignement en ligne pour les évaluations finales. On a développé des lignes directives, des instructions et avec l'aide du ministère, on a eu deux évaluations intérimaires, enfin temporaires. On a plus de 3000 étudiants qui ont fait ces examens temporaires et les enseignants ont été formés à ce niveau-là en conformité avec les lignes directrices et donc concernant l'apprentissage. On a fourni des outils particuliers aux enseignants spécifiques donc et si des difficultés se présentaient, on a pu reporter les examens à une autre date. Les enseignants ont eux-mêmes appris donc les outils nécessaires et la façon de tester. Donc, ils ont utilisé des ressources informatives. En juin, on aura cette attestation finale, cette évaluation finale, Donc, 3000 étudiants y participeront. Certains d'eux ont divers niveaux déjà.
Donc, dans ce cas-là, il va falloir faire cela à travers des ressources en ligne. Et si nécessaire, donc ces diplômes vont être envoyés par courrier. Et les ressources aussi aux enseignants par courrier. La plupart des étudiants, en tout cas, font leurs examens en ligne. Donc, les examens sont réalisés en ligne avec l'identification de chaque étudiant, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Et s'il n'y a pas d'Internet à certains endroits, si possible, on utilise d'autres moyens, d'autres mesures. Et dans des cas difficiles, des situations difficiles, s'il n'y a pas d'enseignement au niveau du ministère, le ministère va pouvoir donc évaluer les étudiants sur la base de ses résultats précédents, sur son apprentissage précédent, etc. On a beaucoup de webinaires, donc environ 5-6 jours avant l'examen, pour pouvoir expliquer comment l'examen fonctionne, comment l'évaluation finale va être réalisée. Donc on fournit tous les détails nécessaires aux étudiants et les notes sont sur un site particulier. Je vous remercie pour votre attention. Okay, thank you, Rauta, for sharing your approach. I think it's quite a challenge, of course, to move things to online assessment. It's also interesting to share how you prepare the students, the learners, on how to conduct their assessment in this new form. I think we already have some questions raised on both platforms. I will come back to them later. I would say just keep posting, and I hope despite the technical problems we have, we will be able to share the different examples. So I would just move on to the next speaker. We will have a completely different example again. I think we have been able to find very different approaches, alternative approaches. And so I think you will also hear different experiences. Hopefully this will be helpful for your further work on final assessment as well. The next speaker will be from Finland. We have Ms. Hanna Autere. She's the Councillor of Education at Vocational Education and Training of the Finnish National Agency for Education. And I would like to pass the floor to you to hear about your approach, Italy back to Finland. Donc, à la mi-mars, il y a 2 mois, donc ceci-là, la combinaison des mesures sociales de distancement. Lorsque nous parlons d'une dernière évaluation, il est important de savoir qu'il n'y a pas un seul dernier examen, plutôt l'évaluation est en continu. L'approche que nous avons, c'est une approche individuelle. Cela veut dire que tous les étudiants ont un contact et l'évaluation est aussi individuelle. Cela a commencé de manière flexible pendant l'année et cela peut terminer à tout moment pendant l'année. Dans les circonstances habituelles, les étudiants démontrent leur capacité avec des démonstrations de travail pratique suite à chaque module de qualification. Toutes les qualifications sont modularisées. Il n'y a pas
d'examens à part. Tout est combiné dans des démonstrations de compétences sur le lieu de travail et selon les circonstances. Il y a un seul résultat pour chaque module terminé et l'évaluation se poursuit au niveau d'un représentant de l'employeur. Malgré cette situation de Covid-19, des démonstrations de compétences se poursuivent sur les lieux du travail. Si le lieu de travail a été considéré comme sûr, mais bien que dans les situations habituelles, les examinations de compétences peuvent aussi être menées dans d'autres installations, par exemple la ferme, la forêt ou d'autres sites utilisés pour les formations. Bien sûr, les mesures de sécurité et de distanciation sociale ont été mises en place pour limiter les risques d'infection. L'objectif a été de s'assurer que les étudiants qui sont à la fin de leurs études peuvent terminer ces études et prendre le lieu du travail. Donc les démonstrations de compétences pour les étudiants qui sont quittes à terminer les études, pour la plupart des étudiants qui sont prêts à obtenir leur diplôme, ils peuvent continuer à faire ce travail. Ces arrangements ont été plutôt facile à mettre en place puisqu'il y a beaucoup de flexibilité dans les structures de modèles de remise de diplôme et les pratiques de diplôme et en plus de l'autonomie des professeurs. Les temps exceptionnels ont eu besoin de mesures flexibles du côté des formateurs. Les professeurs ont beaucoup d'autonomie, d'indépendance, de matériel pédagogique et aussi d'évaluation, même pendant des circonstances habituelles. Cela est un avantage aussi lorsqu'on doit faire face à cette crise de Covid-19. Pour créer des moyens flexibles avec des méthodes en ligne aussi, en utilisant ces systèmes, si un lieu de travail est fermé, l'étudiant peut continuer leur formation pratique, peut-être en passant à d'autres modules qui seraient plus faciles à utiliser en ligne. Pour l'évaluation, l'étudiant aura peut-être une formation en vidéo ou par photo. Mais pour la chose la plus importante, c'est que les objectifs de formation et les qualifications recherchées n'ont pas été changés. Covid-19 n'a pas donné lieu à des changements importants au niveau des formations non plus. L'Agence de l'éducation nationale a préparé des lignes directrices pour les fournisseurs d'évaluation d'éducation pendant cette période de Covid-19. Je vais partager ces lignes directrices sur le site ETF. Merci de m'avoir écouté. Je vais repasser la parole à l'Italie. Merci de votre contribution. Je pense que c'est une chose très intéressante, différente. Dans ce contexte où vous n'avez pas d'évaluation finale, en général, on va mettre les lignes directrices que vous avez citées sur le site ETF avec d'autres matériels depuis les autres présentateurs. On a reçu d'autres informations qu'on va partager suite à cet événement. Je vois parfois il y a des questions dans le chat qu'on demande les enregistrements. Oui, le webinaire est enregistré dans les 3 langues et on va les fournir suite à cet événement. Et je continue à vous inviter à partager vos questions dans le chat. On aura un dernier présentateur et suite à cela, je vais pouvoir poser certaines de ces questions et inviter les orateurs à répondre. L'exemple suivant vient de l'Égypte où ils vont reporter les examens finaux. Ils vont les tenir comme prévu. Ils ont une approche différente pour les examens de fin d'année pour les autres années. Et je vais donc inviter notre orateur suivante, le docteur Megahead, vice-ministre de l'Éducation technique, ministère de l'Éducation et l'Éducation technique. Donc, je vous passe à l'Égypte maintenant. Merci beaucoup. Je suis ravi de partager avec vous
Et je vais parler brièvement de ce que nous avons fait en Égypte afin de surmonter cette crise. Je vais commencer par vous donner des informations sur les examens de remise en diplôme. Cela, c'est pour donner les diplômes aux étudiants. Cela concerne 4 à 8 millions d'étudiants. Ce qu'on a fait, c'est de reporter cela de début mai à mi-juin. D'ici là, on espère que ce sera un peu plus facile. Mais la chose importante, c'est que des mesures ont été mises en place, c'est-à-dire limiter le nombre de personnes avec beaucoup d'externalisation, de stérilisation dans les écoles, le port de masque obligatoire et d'autres mesures. Et bien sûr, cela doit être fourni pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs superviseurs. Cela veut dire ces mesures doivent être mises en place pour environ 1 million de personnes. Donc, si je parle de situation d'apprentissage et de formation, surtout pour les étudiants dans les années transitoires, l'année 10 et 11, les écoles ont été fermées le 15 mars. Cela veut dire qu'on a perdu 60% de temps et les examens pour ces années transitoires ont été prévus pour le mois d'avril et cela n'a pas pu être fait. Il y avait beaucoup de risques au niveau de la santé pour les professeurs et les étudiants et les familles. Donc, l'alternative pour les classes habituelles a été une mise en place immédiate de formation à distance, par exemple électronique, des formations sur les plateformes à distance qui ont été très utiles pour une formation technique, mais a été utilisée auparavant pour l'éducation généralisée en Égypte. Le point suivant, c'est de savoir quelles sont les alternatives à ces évaluations pendant ces années transitoires. On a considéré, avant d'avoir l'idée d'affecter aux étudiants de cette année transitoire des sujets de recherche. Cet étudiant a reçu 2-3 sujets potentiels et les étudiants ont le droit ensuite de travailler dans l'équipe avec jusqu'à 5 copains de classe. Définir les sujets était difficile pour les professeurs parce qu'ils ont l'habitude de préparer des questions d'examen, donc il a fallu faire beaucoup de formation pour les professeurs pour définir les critères pour chaque sujet de recherche et on a émis les critères pour se focaliser sur les contextes et pour faire appel à une recherche critique, l'évaluation du côté et ensuite le travail du côté des étudiants. Il a fallu développer environ 15 000 sujets dans les différents sujets. 80% de ces sujets étaient sur la formation industrielle et les 20% étaient sur les autres sujets comme l'agriculture, tourisme, restauration et commercial. Les étudiants ont 6 semaines pour préparer leur projet de recherche et parfois il faut consulter avec l'industrie pour fournir des idées pour les sujets de recherche, c'est-à-dire des choses pratiques. L'évaluation finale de ces étudiants en transition va comporter 3 éléments. Tout d'abord, le résultat du premier trimestre, ensuite l'évaluation de sujets de recherche, et en troisième lieu, les résultats d'un examen pratique qu'on va tenir pendant les 3 semaines avant l'année scolaire suivante au mois de septembre. Je vais vous donner des exemples maintenant des projets ou sujets de recherche. Voilà, par exemple, concevoir le toit d'une résidence, alimenter les personnes, cultiver les légumes et les aliments, les serrures dans les bijouteries et des systèmes de contrôle. Les résultats positifs ont été reçus en appliquant ces recherches et les sujets de recherche ont lancé des défis où l'innovation peut être développée à travers un travail par équipe avec la participation des professeurs aussi. Il a fallu avoir beaucoup de direction
L'interprète s'excuse, le son coupe. Donc l'étudiant qui mène des recherches sur les systèmes d'hydrocontrôle, les étudiants se sont exprimés, le fait qu'ils ont profité de faire ce travail, ils ont commencé à gagner en confiance pendant les exercices. Un étudiant qui a fait un travail sur le système de contrôle hydraulique avait dit qu'il était étonné de savoir qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités de mise en œuvre plutôt qu'un travail en école. À la fin de ce projet, il a pu comprendre comment utiliser les circuits de contrôle par ordinateur, ce qu'il n'avait pas pu faire avant. Un étudiant qui avait mené des recherches sur des matériels aussi pensait qu'il devenait plutôt similaire à son professeur. Il était ravi et satisfait en fin de compte. En termes de bijouterie, il y avait un autre engagement commentaire d'un étudiant qui avait dit qu'il n'avait pas pu trouver sur Internet les matériaux sur les scellures et les liaisons sur les articles de bijouterie en anglais. Donc, il a réalisé l'importance de devenir avoir un meilleur accès à la langue anglaise. C'est tout de mon côté. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci de votre contribution. Je pense que cela vous montre l'exemple de comment couvrir les capacités pendant une période où les étudiants ne peuvent pas aller sur le lieu de travail ou dans les ateliers à l'école, mais aussi les défis, par exemple, aider les professeurs à préparer ces cours. Il nous reste un peu de temps pour vos questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions ont été posées. Donc, je vais commencer par une première question et ensuite, on aura suffisamment de temps d'avoir d'autres questions avant de passer à la phase finale. Parmi les questions que j'ai vues, c'est peut-être pour le Kazakhstan. Il y avait une question qui demande quelles sont les ressources conseillées pour l'évaluation des étudiants dans des régions distantes. Donc, si les étudiants n'ont pas un accès aux ressources sur Internet, comment les soutenir? Comment est-ce que ces personnes peuvent faire leur évaluation? Est-ce que vous pouvez rentrer plus dans les détails? C'est à vous, Kazakhstan. Non. Ok, on va essayer la question suivante. On va peut-être essayer encore une fois plus tard. Il y a une question pour la France. Pour vous, Dominique, c'est en lien avec une pédagogie de pratique. C'est moins sur l'évaluation, mais il est intéressant de savoir comment s'assurer la partie pratique dans la situation actuelle où les étudiants ne peuvent pas faire leur travail en interne. Est-ce qu'ils font cela à distance? Est-ce que vous pouvez donner une explication? L'Italie, je vous passe à la France. Alors, c'est une question en fait qui est extrêmement importante et qui va, je pense, nous occuper dans les mois à venir parce que de fait, avec la crise économique qui s'ajoute à la crise sanitaire, les entreprises vont avoir besoin des jeunes. Et une des pistes sur lesquelles on a travaillé, c'était le fait que les jeunes puissent continuer à aller en entreprise et guidés par les enseignants aient des tâches en correspondance en fait avec l'apprentissage théorique entre guillemets. Parce que beaucoup de jeunes ont pu continuer, malgré la crise, à aller travailler dans les entreprises de réparation automobile, puisque ça faisait partie des services qui pouvaient avoir une continuité d'exercice. Donc aujourd'hui, les établissements commencent à réouvrir cette semaine. Ils vont de nouveau pouvoir accueillir les jeunes et compenser le manque de pratiques qu'ils n'ont pas eu depuis 2 mois. Mais à côté de cette pratique en centre de formation, on continue à réfléchir à mieux coordonner ce qui peut être fait en centre de formation et ce qui peut être fait en entreprise. Je repasse la parole à l'Italie. La situation change, mais on ne sait pas comment cela va se passer dans l'avenir avec le nombre de cas et ce qui sera possible dans l'avenir. Et
à quoi cela va se ressembler dans les mois et années à venir. Je vais essayer encore une fois à passer la question à Kazakhstan. Razo, est-ce que vous êtes prête à répondre? Comment soutenir les étudiants, comment les étudiants dans les régions à distance qui n'ont pas toujours un accès en ligne, comment est-ce qu'ils vont faire leurs évaluations? Je passe à Kazakhstan maintenant. Je m'excuse, j'attends l'interprétariat de la part de mon collègue anglais pour pouvoir interpréter en français et je ne l'entends pas. Oui, voilà, ma collègue est revenue. Donc, on calculera la moyenne d'après toutes les notes qui ont été réalisées dans l'année sur tous les modules. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. On s'excuse pour les problèmes techniques. J'espère que tout le monde a entendu la réponse. Il n'y avait pas la connexion avec la traduction. Maintenant, on a des documents qui sont prêts à être partagés. Donc, ils sont les documents qui vont être partagés sur l'espace ouvert d'ETF. J'ai quelques questions, particulièrement pour l'Égypte, sur la relation. Donc, dans quelle mesure, c'est la question, donc les évaluations pratiques peuvent remplacer ce qui a été réalisé. Vous avez dit qu'il y aura un test de compétences au début de l'année prochaine, au début de l'année scolaire. Et Dominique donc a confirmé cela. On espère que les choses fonctionneront comme ça, on n'en est pas sûr. Donc comment vous voyez la relation entre ces évaluations? Donc comment vont-elles remplacer, dans quelle mesure vont-elles remplacer les évaluations des compétences dans les ateliers? Donc maintenant on va repasser à l'Égypte. C'est une question très pertinente. Donc rien ne peut remplacer le travail pratique malheureusement. Et pour cette raison-là, on va avoir l'évaluation des pratiques, donc du travail pratique. Et ceci doit être réalisé dans un environnement sûr. Dans le cadre d'un examen pratique, on prépare les examens à la mi-juin pour l'examen final. Donc on doit faire maintenant cet examen dans un environnement vraiment nouveau, donc tout à fait nouveau. On espère qu'on va apprendre par rapport à ça et pouvoir appliquer des procédures en septembre, on espère. Ce qu'on a gagné par rapport à cela a été décrit hier. On a pensé aussi à faire en sorte que les étudiants puissent réaliser leurs propres modules, les passer donc, de cette façon. Et même en confinement partiel, c'est quand même difficile, mais c'est réalisable même. Voilà. D'après nos recherches, c'est quelque chose qui est très positif et qui est encouragé par la plupart des étudiants et aussi par les enseignants. Ils sont d'accord de fonctionner sur cette base-là pour l'avenir, même après le coronavirus, après la pandémie. Donc je vous redonne la parole maintenant. Merci Dorfman pour cette réponse. Je pense que, oui, d'après ce que vous avez dit, oui, vous aurez une expérience et par rapport à cela et vous espérez l'utiliser à l'avenir. Et vous utiliserez ces expériences pour pouvoir concevoir les approches d'évaluation pour l'Égypte. C'est très intéressant aussi à la lumière de nos prochains webinaires. J'ai une question pratique pour la Finlande.
Par rapport aux vidéos pour la formation pratique, est-ce qu'elles existent déjà, ces vidéos? Est-ce qu'elles ont été créées donc dans le cas de Covid-19, ou est-ce que vous avez changé quoi que ce soit par rapport à la situation actuelle? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus en détail? Maintenant, on passe à la Finlande. Merci pour cette question. En fait, ce qu'on a fait dans nos agences nationales de l'éducation, lorsque la crise du Covid-19 a commencé, c'est qu'on a commencé à récolter les documents d'apprentissage, les matériels d'apprentissage existants sur nos sites Internet. Donc, il y avait déjà des documents d'apprentissage, du matériel d'apprentissage existant, mais maintenant, on a une plateforme pour les enseignants, pour les aider dans ce domaine-là. Ce qui est important, c'est que les compétences numériques des enseignants ont été développées activement sur les 10 dernières années en Finlande. C'était quelque chose de très important lorsque les enseignants ont dû vraiment changer ce qu'ils faisaient de façon très rapide. Avec le Covid-19, ça a facilité les choses, le fait que c'était déjà existant et qu'on a pu partager aussi. En tant qu'agent, on essaye de faciliter le partage de ce matériel d'apprentissage à tous les enseignants donc, dans le cas de cette crise. Et je pense que ça sera utile pour l'avenir aussi. Je ne pense pas qu'on retournera à ce qu'on faisait auparavant de façon totale. On utilisera ce qu'on est en train de faire maintenant dans le cas de la crise en ligne. J'espère que ça a répondu à votre question et je vais redonner la parole à Nathalie. Merci beaucoup pour votre réponse et je pense que le partage est un aspect très important pour nous tous actuellement par rapport aux vidéos, aux compétences numériques et aux compétences des enseignants et d'autres aspects aussi de l'apprentissage. Les compétences numériques sont très importantes. Vous avez déjà dit que vous les aviez auparavant au cours des 10 dernières années. Donc maintenant, notre prochain webinaire va précisément parler des compétences des enseignants en ligne, donc pour fournir l'éducation à distance, l'enseignement à distance. Donc je vous encourage à participer à ce prochain webinaire. Je vais poser une dernière question à Ron. Et ensuite, on va passer aux réflexions. Il y a une question de la part de Silvio. La question est que, à part les arguments techniques de la gestion de la santé et de la sécurité, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui influencent vos décisions pour organiser les examens? Vous avez mentionné certains d'entre eux pendant la présentation, mais quels sont les critères clés qui vous permettent d'atteindre vos décisions? C'est une très bonne question. On se concentre principalement sur la santé, mais il faut aussi organiser quelque chose en ligne dans le cadre des évaluations et c'est difficile. On a essayé de mettre en place certaines évaluations, mais le nombre des participants est régulier. Et on n'a pas la possibilité d'organiser les examens finaux dans le cadre du système de la même façon. Donc pour cette raison-là, on a pensé que ça serait mieux de reporter les examens une fois que la sécurité sera assurée, les choses seront plus sûres. De façon générale, on essaie d'appliquer les 5 critères dont on a parlé tout à l'heure, sur le secteur du travail aussi. Et c'est la responsabilité du ministère d'organiser ses compétences parmi les étudiants aussi. Et on va faire en sorte d'avoir tous les outils nécessaires pour évaluer les étudiants. J'espère que ça a répondu à votre question. Maintenant, passons à l'Italie. Merci beaucoup, Silvio, pour votre réponse. Je pense que vous avez décrit aussi très clairement pendant votre présentation que vous avez considéré diverses approches et
avec le fait que, du fait que les choses ont été reportées, vous allez essayer de prendre d'autres précautions. On va maintenant passer à la partie finale de ce webinaire, un petit peu en retard à cause des difficultés techniques qu'on a connues. Donc j'espère que vous resterez avec nous. On va inviter M. Orashi Debowski, qui fait partie du comité d'examen central en Pologne. Donc vous avez entendu les divers orateurs. Donc M. Debowski, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à la situation actuelle? Comment on va analyser les évaluations à l'avenir? Je vous donne la parole maintenant. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. J'ai la tâche difficile donc de prendre des mesures. Je pense que c'est très important pour nous de répondre à ces questions par rapport à l'enseignement professionnel. Il y a d'autres craintes par rapport à la vie sociale et la vie du travail. C'est des questions qu'on doit se poser et les parties prenantes doivent aussi se poser la question. Donc il faut s'inspirer des mesures qui ont été prises par les autres professions. Je crois que c'est utile pour traiter de ces professions. Je m'excuse, l'orateur est très très bas, je l'entends à peine. J'ai envoyé un message au service technique pour leur signaler. Je pense que cette question, donc on peut y répondre par les participants de ce webinaire. Comme on a entendu, plusieurs parties prenantes ont continué à fonctionner malgré la crise. Donc ils ont pensé à comment organiser les examens. Les apprenants à l'école, oui, donc certaines écoles ont dit qu'on avait besoin de spécialistes pour fournir les certificats finaux, aussi pour pouvoir se présenter pour certaines professions. Je pense que c'est une question très importante. Ceci a à faire avec les mesures de sécurité, comme on mentionné pendant ce webinaire. Si on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte que les apprenants fassent leur travail, on aura fait notre travail déjà sous un certain aspect. Dans le cas de la Finlande, il faut pouvoir communiquer avec le jury, donc aussi communiquer pour ce qui concerne les sites de construction à l'intérieur pour pouvoir former les personnes, le personnel. Oui, pour ce qui concerne les écoles, il faut faire en sorte qu'il y ait moins d'élèves dans les classes pour les mesures dans le cadre des mesures de Covid-19. Qu'il n'y ait pas de problème avec l'équipement. Et pour pouvoir réaliser l'enseignement pratique. Donc on va devoir pouvoir appliquer ces mesures
dans les écoles. Donc oui, il faut qu'aussi les enseignants soient formés par rapport aux étudiants aveugles pour leur fournir l'apprentissage à distance. Ceci nous amène à une autre conclusion. Il faut avoir des conclusions détaillées, que peut-être on pourrait partager entre nous. C'est aussi très intéressant de voir comment la crise a affecté les apprenants au niveau de l'Internet, dans les diverses écoles, sur les divers niveaux. Ceci m'amène à un autre point concernant les stratégies de prise de décision dont on a parlé aujourd'hui. Il faudrait prendre en compte la situation. Donc il faut se préparer au fait que peut-être dans l'avenir, la situation sera encore pire. Donc avoir des mesures en place pour parer à cela. On a entendu de la part des parties prenantes que les employés, les employeurs espéraient que les choses seront améliorées à l'avenir. Je ne pense pas que dans l'avenir proche, les évaluations seront peut-être abolies. Enfin, on pourrait réfléchir à d'autres mesures qui pourront être mises en place dans d'autres pays et partager cela entre nous. On a vu donc que les choses iront mieux à l'avenir, qu'on aura une analyse plus détaillée par rapport à cette réalité et que les agences d'examen pourront faire face et s'adapter à cela par rapport aux ressources, aux politiques, à l'avenir. Maintenant, à l'avenir plus que maintenant. Et par rapport à la validité des examens, dans le cadre du Covid-19 et des économies changeantes en général, on a vu que certains types de compétences transversales ou croisées, par rapport à l'entrepreneuriat, etc., sont de plus en plus importantes. Et que, en même temps, elles ne sont pas présentes quand même dans la formation des évaluations. Et pour améliorer le développement de ses capacités. Aujourd'hui, on a entendu différents exemples d'utilisation de technologies dans la formation, mais je pense qu'on doit utiliser la technologie plutôt pour l'évaluation des compétences. En utilisant les vidéos dans les portefeuilles, pour l'accomplissement des tâches, par exemple, ou utiliser des évaluations basées sur l'informatique. Donc, ces aspects méritent plus d'analyse. Je pense que cela sera aussi important de continuer à tirer les leçons les uns des autres à travers le monde et partager les différentes approches, les différentes pratiques et les différentes solutions. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup. Merci Horachi d'avoir partagé vos réflexions. Je pense que vous avez identifié différents points
Vous avez parlé de formation et de pédagogie qui va devant nos pratiques d'évaluation. Il faut considérer ce qu'on est en train de faire et considérer l'autonomie des professeurs au niveau de l'évaluation. La recherche serait une opportunité de mener des recherches au niveau de l'évaluation et ce que ça veut dire pour le travail des étudiants. Et oui, la technologie, comment l'utiliser dans l'avenir. Je pense on peut apprendre beaucoup des expériences actuelles. On voudrait continuer avec des webinaires sur l'évaluation formative et summative. Donc cette continuation, cette discussion va continuer et ce sont des bonnes contributions à ces discussions. Nous vous invitons à continuer à discuter sur Open Space où nous allons partager tous les documents que nous avons reçus des orateurs et vous allez peut-être continuer avec les questions qu'on n'a pas pu poser aujourd'hui. Et nous espérons que vous allez nous rejoindre dans ces discussions, partager vos idées, vos questions. On voudrait répondre à tout et s'engager avec toutes vos questions. Voilà, pour le moment, je voudrais remercier tous les orateurs d'avoir partagé leurs exemples aujourd'hui, leurs réflexions. Et j'aimerais remercier tous les participants d'avoir resté avec nous malgré les soucis techniques. On espère qu'on n'aura pas ces problèmes dans les webinaires dans l'avenir. Je pense qu'on va tirer les leçons de ces expériences. Je vous invite à remplir un questionnaire de retour pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire afin de l'améliorer dans l'avenir aussi. Le lien vers ce questionnaire sera partagé dans le chat. Il suffit de cliquer dessus. Il y a 6 questions et je vous invite à donner votre retour. Comme on a dit, c'était le premier webinaire. Le prochain webinaire aura lieu le 26 mai. Ce sera sur l'apprentissage à distance et numérique, le soutien des professeurs au niveau de la formation. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez tiré quelque chose de cette présentation pour vous aider dans les préparations d'avenir. On aimerait entendre vos contributions à ce sujet aussi. Je viens de voir un message dans le chat aussi, de savoir si on va recevoir un certificat. On travaille, on voit actuellement si vous participez de manière régulière sur notre webinaire et à la fin, on va fournir un badge, mais cela est un travail qu'on continue actuellement. On travaille là-dessus actuellement. Mais pour le moment, je voudrais vous souhaiter bonne chance avec les préparations pour les examens finaux. Passez une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci et au revoir depuis l'Italie.